On est live aujourd'hui en compagnie de Benoît Huguet comme d'habitude et surtout de deux invités. Donc QDQD, très chouette alias du département d'innovation de Ledger. Tu es ingénieur, il me semble. Et Nicolas Baca, cofondateur de Ledger. Merci à vous deux pour votre présence. Et voilà. C'est parti. Merci à vous pour l'invite. Yes. C'est plaisir d'être là. Ouais. C'est vraiment cool. Moi, merci pour l'invite. Je suis très content de faire connaissance. Je vous ai prévu toute une petite liste de questions. Vous travaillez. Bon, on commence par les questions les plus simples. Est-ce que vous nous feriez, ça vous êtes habitué, mais une petite présentation de vous-même pour reprendre votre parcours, votre historique, comment vous êtes arrivé à Bitcoin, au crypto, et puis ensuite à Ledger, évidemment. Ouais. Nicolas, je peux commencer. Moi, je te passe au. Je te QD. Allez, hop. Allez, John, vas-y, John. J'ai l'habitude, donc là, je te laisse la main comme ça. Allez, ça marche. Yes, rapidement, du coup, j'ai fait à la base une fac de sciences. Je devais partir en chimie à la base. Et puis, j'ai commencé en fait à développer dans mon coin en amphi. Il y a un moment, je me suis rendu compte que je développais plus que je suivais le reste. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. En fait, on va partir plutôt sur une formation en fait d'ingénierie, au moins en développement et tout ça. Donc après, je suis parti à la fac, étudier un peu tout ce qui est un peu lié au développement et tout ça. Et je me suis retrouvé ensuite dans le web. J'ai bossé pour pas mal de startups dans le web, des startups early. Ça va de là jusqu'à la série A, seed A, voire pré-B. Et à côté de ça, en fait, j'ai rencontré, j'avais un pote à moi, en fait, qui a commencé à me parler de Bitcoin. Première lecture du livre blanc il y a quelques années. Je trouvais ça intéressant, mais je restais perplexe et j'étais focus un peu sur mes envies, en fait, de web, et j'étais un peu dans zone onde. Puis, quelques temps après, le livre blanc d'Ethereum m'est tombé dans les mains. J'ai commencé à creuser. Je trouvais ça hyper intéressant, mais je voyais pas personnellement, pour moi en tout cas, de bridge pour entrer vraiment dans l'écosystème à tort. Et à force de creuser, à force de faire ma veille, en fait, je suis vraiment tombé dedans et j'ai commencé du coup à développer dans mon coin, commencé à faire du Solidity il y a un peu plus de 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Je crois qu'on était en 0.5, il me semble, un peu avant la 0.4. Et j'ai commencé à creuser et puis depuis Rabbit Hole, je bossais encore à ce niveau précis en fait pour des startups. Déjà de Strasbourg, mais j'ai bougé ensuite sur Paris, donc plutôt pour des startups parisiennes. Et à un moment, je me suis dit, ok, bon, en fait, au lieu de faire ça toutes mes soirées et mes week-ends, autant bosser et contribuer dans l'écosystème. Et c'est là, en fait, du coup, j'ai rejoint Ledger. C'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Et voilà. Premièrement, en tant qu'ingé pour le wallet, parce que du coup, on a les applications du wallet, que ce soit mobile ou desktop. Et ensuite, du coup, pour l'équipe innovation en début d'année. Voilà. Écoute, merci pour la présentation. Vous nous présenterez le labo innovation. Donc, quand tu développais, comment tu te lances en développeur? Tu développais des Ponzi comme tout le monde ou quel était ton intérêt pour Solidity? J'ai commencé à creuser sur la Solidity, commencé à creuser le livre blanc, commencé à creuser un peu tout ça. Il y a eu les Yellow Paper aussi, commencé à prendre la doc et tester plein de trucs, quoi. On a essayé de reproduire un peu ce qu'on voyait, refaire notre propre AMM, refaire notre propre drop d'NFT et commencer à creuser. Et en fait, on creuse aussi par l'aspect aussi de optimisation de gaz, réflexion sur la sécurité et tout ça. Donc, on essaye pas mal de choses. On crée des Ponzi qu'on ne déploie jamais. On garde ça en local. On évite de les réouvrir, au moins pour les comprendre. Et après, c'est juste sans fin, quoi. On se fait pile et on commence à creuser plus bas. On descend un peu plus que Solidity et on va toucher un peu le VM. Donc voilà. Ouais. Écoute, c'est super. Hein. C'est un parcours. On retrouve pas mal ce parcours chez les développeurs, c'est-à-dire que l'attrait de la fascination d'Ethereum, en fait, ces capacités que ça offre. Ouais. Toutes les possibilités. Encore Nicolas. Alors voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je crois savoir que Nicolas, lui, il a eu un parcours différent. Donc toi, tu as commencé il y a des années. Pas par Ethereum, mais par Bitcoin. Voilà, moi je suis tombé, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais tout petit, hein, comme pas mal de monde de ma génération, parce que voilà, je suis assez vieux. Donc à l'époque, on achetait un journal qui s'appelait Hebdogiciel chez le marchand de journaux et on tapait ses listings, donc c'était assez cool. Après, je vais quand même zapper sur quelques années. Je me suis retrouvé dans la carte à puce parce qu'au final, quand on aime bien, je dirais, regarder un petit peu comment fonctionnent les choses, hacker des trucs. La carte à puce, c'est plutôt pas mal parce que c'est des petits ordinateurs embarqués et du coup, c'est assez stimulant d'arriver à coder des choses dessus.
que mon passif est très télécommunication en carte à puce. Télécommunication, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rajouter ces applications sur une carte SIM. Un des trucs que je m'étais amusé à faire à l'époque aussi, c'était un navigateur web qui fonctionnait avec des SMS. Donc bon, t'avais un serveur au milieu qui te traduisait des pages web en un truc qui était vaguement interprétable par un téléphone. C'était dans les années 2000 avant le web, c'était assez drôle. Mais bon, pour tout dire, voilà, j'ai toujours été assez intéressé par la carte à puce parce que je me suis dit que techniquement c'était une techno française qui était assez cool et assez unique. C'est que quand tu prends n'importe quel ordinateur, en fait, tu considères que si tu peux le toucher, tous les secrets qu'il y a dedans sont morts en fait. Et ce qui est vraiment unique avec une carte à puce, c'est que c'est construit pour être résistant aux attaques physiques en particulier. Mais ça avait le gros défaut de pas être ouvert. Donc, quand j'en ai eu marre un petit peu d'être salarié en 2004, je me suis dit, voilà quoi. Là, comment est-ce qu'on peut ouvrir au final une carte à puce et comment est-ce qu'on peut rendre ça utilisable par tout le monde. Donc, j'ai commencé mon expérience d'entrepreneur en 2004 comme un dev, donc en essayant de répondre à des problématiques techniques qui n'avaient pas forcément de marché, mais bon, au moins c'était drôle. Donc, j'ai essayé d'abord d'ouvrir une carte à puce, donc de faire en sorte qu'on puisse la programmer de manière ouverte, ensuite de faire en sorte qu'on puisse la brancher directement sur le port USB sans avoir de lecteur. Et puis, de proche en proche, j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai commencé à monter une boîte un petit peu plus importante, et ça m'emmène en 2012 où j'avais un truc qui commençait à fonctionnait pas mal, mais j'avais toujours pas en fait vraiment de problème, tu vois, auquel correspondait ma solution, quoi. J'étais persuadé d'avoir une bonne solution, j'avais essayé de faire de la gestion de mots de passe, j'avais essayé de faire des trucs que je trouvais pas mal, moi, en tant que geek sécurité, mais bon, ça convainquait pas vraiment la foule. Et c'est vrai que quand j'ai vu Bitcoin en 2012, je me suis dit, là, j'ai absolument trouvé le problème qui a besoin de ma solution, parce que si on veut que Bitcoin se développe, on a besoin de protéger les clés, et j'ai l'outil parfait pour protéger les clés, donc allons-y. Et puis à partir de là, j'ai commencé à rencontrer les autres fondateurs de Ledger, parce qu'au final, on a été 8 cofondateurs quand même. Donc bon, je vais pas raconter l'histoire, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais après, au fil du temps, Ledger est devenu de plus en plus gros. Donc on a commencé, moi là-dessus, j'ai itéré sur tout ce que je pouvais faire, je dirais, de développement au départ, développement des systèmes à un petit peu plus de R&D. Et puis, pour continuer sur la R&D, j'en suis arrivé à monter une nouvelle équipe qui va réfléchir un petit peu justement sur les problématiques futures, plus spécifiquement sur les problématiques on-chain, parce qu'aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, Ledger n'avait pas vraiment d'existence on-chain, je dirais. On était plutôt à wallet, on était plutôt en train de considérer des choses autour de la sécurisation des protocoles, mais de pas lancer nos propres services. Donc voilà, je me suis dit, on va changer ça avec une toute petite équipe, donc qui arrive à être très indépendante au milieu d'une structure qui est aujourd'hui quand même très très grosse. Voilà. Pour faire un résumé un peu court de mon parcours. Non, mais c'est super, hein. C'est super. Donc toi, tu avais déjà un hardware wallet que tu préconisais plutôt sur des mots de passe. Et et là est arrivé Bitcoin. Et donc là, tu as carrément de l'argent à sécuriser. C'est ça, voilà. C'est incroyable. Et ça, l'argent, ça m'est venu. Je me suis dit, c'est effectivement le problème que je cherchais à avoir pour une raison très simple, c'est que quand tu perds 10 balles, t'es quand même vachement énervé, quoi. Alors que quand tu perds un mot de passe, bon, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Oui. Mais quand tu perds de l'argent, tout de suite, t'es très, très, très énervé. Donc, on a pu le constater, d'ailleurs, assez récemment encore. Pardon pour ceux qui avaient des sous dans un certain exchange. Voilà. Mais donc, donc voilà, détenir ces clés, quand même, en crypto, c'est bien, quoi, pour refaire la publicité habituelle. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un bon fit. Et puis bon, après, au départ, le hardware wallet, il ressemblait à rien. C'était juste une carte à puce qu'on branchait dans un port USB. Il n'y avait pas d'écran. Pour s'en servir, il fallait switcher entre deux ordinateurs. Enfin, il fallait commencer la transaction sur un ordinateur, l'enlever, mettre sa carte dans un autre. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir envie de battre le pavé, d'être dans tous les meet-up au démarrage, de distribuer des cartes pour que les gens essayent un petit peu de regarder le truc, de casser le truc, de s'y intéresser. Et puis, voilà, après, de proche en proche, ça a donné Ledger. On a rajouté un écran, on a commencé à tout construire autour, et puis ça a bien grossi, quoi. Oui, c'est plutôt pas mal. Vous êtes à combien là? C'est une société qui a combien d'employés, qui a quelques métriques sur Ledger à l'heure actuelle? Ah ouais, c'est assez immense. Aujourd'hui, si je compte tout le monde interne et externe, on doit être à près de 900 personnes. Ouais. Et donc plus de 400 ingés. Au départ, on était 20, ce qui est déjà énorme, hein, parce qu'en fait, c'est la fusion. Ça a été la fusion de 3 startups. Donc 20, c'est déjà énorme, quoi.
tu vois. Donc, quand on a fait tout ça, bah du coup, quand on a commencé à faire la fusion de toutes ces boîtes, bah du coup, voilà, c'est pas un scénario habituel, quoi. J'ai envie de dire. Ah non, c'est pas simple, ouais. Et mais c'est quand même une belle histoire, c'est-à-dire que vous l'avez bien. Ah ouais, mais c'est vrai que je conseillerais vraiment à personne de dire, bah allez, on va fusionner, on va commencer par fusionner 3 startups parce que c'est pas vraiment garanti que ça fonctionne, quoi. C'est un merge. Vision, enfin... Ouais. Donc, et ouais. Si on peut, globalement, enfin, qu'est-ce que c'est un ledger? C'est une clé USB avec un système d'exploitation et une partie à l'intérieur qui est, enfin, comment est-ce qu'on pourrait, en gros, décrire ça de façon, on va dire, de la façon la plus accessible possible? Ouais, bah, je peux te le décrire d'une façon super simple, sauf si QD, tu veux le faire, ou on fait ça comment? Vas-y, je te laisse la main. Allez, bah, je démarre. Bah, alors, c'est un ordinateur sécurisé, donc je dirais, ça va être une carte à puce, hein, donc la même carte à puce qu'on va avoir dans sa carte de crédit et donc sur laquelle on peut faire tourner du code, hein, qui va être connecté directement à un écran et à des boutons. Donc la partie connexion directe, elle est super importante parce que c'est le fait qu'on soit connecté directement qui permet justement de se protéger des malwares. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir d'intermédiaire. Ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ce qu'on est en train de signer, et ce qu'on confirme même avec les boutons, ça vient directement parler à la carte à puce. Donc le fait que tout ça soit relayé directement sur la carte à puce, ça rend le système extrêmement simple, et c'est le même design qu'on a utilisé pour tous nos produits, donc du S, OS+, OX et Stax, ils sont tous basés sur le même design. Donc vraiment la simplicité du design là-dessus, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour Bitcoin, elle est primordiale. D'accord. Donc, okay. et ce qui est assez intéressant en ce qui concerne Ledger, c'est que vous avez une branche qui s'appelle le Ledger Donjon qui conduit différentes expérimentations, différents tests, je suppose sur vos wallets, mais aussi sur les wallets de la concurrence et qui essaye de résoudre d'autres problématiques relatives à la sécurité. Et souvent, sur pas mal de portefeuille, vous trouvez des failles, vous arrivez à extraire les secrets du portefeuille en analysant le comportement électromagnétique de la chose ou quoi que ce soit. Et je pense que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'exploit de ce genre sur un hardware ledger, et je pense pas que beaucoup de wallets ont été compromis par ce genre de méthode. Et comment est-ce que vous garantissez que toutes les interactions, tous les messages qui voyagent en gros dans ce petit ordinateur entre l'écran et comment est-ce que ça se passe? Ouais, bah on est vraiment parti du design du composant carte à puce, en fait. C'est pour ça que je voulais qu'on parte d'une carte à puce. C'est que c'est une techno qui a fait ses preuves depuis les années 80, en fait. Elle est vraiment construite elle est construite pour être attaquée physiquement. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'ordinateur, on va avoir tous les bus mémoire, donc tous les endroits où vont circuler les informations qui vont être chiffrées. L'ordinateur lui-même, il va avoir un grillage qui va faire que si jamais on essaye de l'ouvrir, toutes les clés qui sécurisent la mémoire donc vont être effacées. Si on essaye de l'attaquer avec des lasers, la mémoire va être effacée. Si on essaye de l'attaquer en changeant la tension pour lui faire avoir un comportement inattendu, bah, la mémoire va être effacée, toujours la même chose. Donc il est vraiment construit pour ça, en fait. Donc le donjon, au final, c'est quelque chose qu'on avait envie de construire dès le départ en partant comme une équipe de recherche d'attaque de cartes à puce, en fait. On est vraiment parti à fond comme des gens de la carte, et on a construit la même chose, en fait, que font les labos qui testent aujourd'hui et qui valident les cartes à puce, sauf qu'on l'a appliqué sur n'importe quoi. Et il faut voir qu'aujourd'hui, quand on fait un test d'une carte en labo, ce que les gens cherchent, c'est à avoir leur certification. Donc, en fait, ils mettent le labo dans des conditions d'échec, c'est-à-dire ils lui disent, bah tiens, vous n'allez pas travailler trop longtemps, vous allez travailler uniquement sur une petite version du produit, etc. Nous, au final, on a un labo à la maison qui marche tout le temps dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce qui veut dire, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi et de vraiment faire avancer l'écosystème. Parce qu'au final, toutes les failles qu'on publie, on les sur d'autres, donc sur des hardware wallets concurrents, on les publie pour qu'on puisse faire améliorer ça, et on les publie pour que le chip, en même temps, ait une chance d'avoir une prochaine version, qu'on ait des palliatifs software pour corriger les choses. Donc, le donjon publie énormément, hein. On publie sur des grosses conférences, sur SSTix, sur Black Hat, mais on a des publications aussi très originales, puisqu'il y a des chips qui sont quand même assez performants, je dirais, aujourd'hui, assez sécurisés, qui n'avaient jamais été attaqués jusqu'à ce qu'ils s'y intéressent. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui est vraiment fascinante, je trouve. Et donc, s'inspirer je suppose que vous avez des... Pardon, Benoît.
Non, et je suppose que vous avez du matériel et le donjon doit avoir des équipements de haut vol pour attaquer. Je suppose que vous leur faites la totale, vous éléments. Ouais. Ils ont les équipements classiques dans la boîte d'attaque. Ils ont des bancs laser, ils ont des bandes de perturbation en tension, en électromagnétique, tout ce qu'on peut imaginer. Je pense que dans la série de vidéos Enter the Dungeon, il y avait des présentations. On peut voir certains éléments du banc. Ils avaient organisé des CTF aussi. On pouvait utiliser le banc à distance, donc c'était assez amusant. On pouvait utiliser un laser à distance pour attaquer un composant. On n'a pas eu le temps de le refaire cette année, mais on le refera probablement une autre année. Et donc là, vous mettez la misère à tous les hardware wallets que vous rencontrez, donc y compris les vôtres, je suppose. Mais dès qu'il y a un élément sécurisé qui passe, on y va et on tente de. En fait, il y a très très peu de cartes à puce en fait sur le marché. Il y a très peu de wallets qui utilisent des cartes à puce. Donc nous, on sait déjà que quand on n'a pas une carte à puce, typiquement, ça va être assez facile à attaquer. Donc après, assez facile, il y a des degrés, hein, c'est-à-dire il y a des composants qui sont triviaux à attaquer, il y a des composants qui sont quand même beaucoup plus compliqués, mais on sait déjà que c'est très probablement possible en fait quand on n'attaque pas une carte à puce. D'accord. Okay. Et donc c'est vraiment un élément différenciant. Ouais, c'est très différenciant, mais ça c'est quelque chose qui est sur le secteur depuis. C'est vraiment un truc qui date des années 80. Hein, donc là-dessus, on n'a pas inventé, tu vois. On est plus parti de la logique de se dire, on va ouvrir en fait aux gens, on va donner aux gens la possibilité de faire tourner du code sur des technos qui servaient avant qu'aux banques et au gouvernement, et que c'était plus intéressant que d'essayer de réinventer la roue, quoi. Et donc pourquoi les autres constructeurs ne s'inspirent pas pourquoi on n'a pas plus de constructeurs concurrents qui s'inspirent de cette architecture, de ce design des cartes à puce? C'est difficile à implémenter. Pourquoi c'est très difficile à implémenter. Attends, excuse-moi. C'est très très compliqué en fait déjà d'avoir accès à ce type de composants. C'est-à-dire moi j'ai eu accès à ce type de composants parce que je travaillais dans le milieu depuis les années 2000 on va dire, et puis que graduellement on a réussi à mettre les gens en confiance et à leur expliquer que quand on codait sur le composant on faisait pas n'importe quoi et qu'on n'allait pas créer des vulnérabilités par exemple sur le composant quand on le lâchait dans la nature. Donc aujourd'hui quand un acteur lambda, quand une startup veut acheter une carte à puce, on va lui donner une carte à puce avec un OS qui va être préchargé dessus et en fait il va pas vraiment avoir les droits pour faire tout ce qu'on veut. Nous aujourd'hui on a exactement les mêmes droits je vais dire des anciens noms, mais bon, qu'un IDEMIA, qu'un Gemalto, aujourd'hui ça s'appelle plus Gemalto, mais bon, qu'un Thales, etc. On a exactement les mêmes droits que ces gens-là, c'est-à-dire qu'on est au plus bas niveau de la carte et on réécrit tout. D'accord, ok. Et quand on essaye par exemple, on n'y connaît rien en wallet, on tombe sur il y a plein d'options de wallets, hein. Il y a des wallets qui ont telle ou telle certification, EAL5, 6, 7, mais concrètement, en pratique, est-ce que c'est du bullshit ou non? Est-ce que ça devrait être un critère qui devrait légitimer l'achat d'un tel ou tel wallet? Est-ce que ces standards que l'on voit ont une quelconque pertinence en fait pour évaluer la qualité d'un wallet, vu que souvent beaucoup de constructeurs aiment mettre en exergue le fait qu'ils ont eu telle certification, que leur truc est étanche ou qu'ils ont un OS custom des enfers, blablabla. Ouais, non, il y a vraiment trop de gens qui jouent avec. Donc, j'ai envie de dire, il faut faire surtout très attention au scope de la certification. Parce que, par exemple, on peut pas dire que le produit est certifié EAL7 s'il y a un morceau de l'OS qui a été certifié EAL7. Un exemple qui me vient à l'esprit, qui est que j'ai déjà vu, c'est justement un wallet qui est dit certifié EAL7 quand on a un composant de l'OS qui va tourner sur un chip le chip lui-même n'est pas certifié. Donc évidemment, si on a un composant EAL7 qui tourne sur un chip non certifié, je vous donne une idée du niveau de certification de l'ensemble, il est pas très haut, quoi. Donc il faut vraiment faire très attention à ce type de marketing. D'accord. De toute façon, c'est les verbes de sécurité le plus faible qui vaut pour l'ensemble. Voilà, toujours. En général, c'est un grand classique de la sécurité. C'est toujours le maillon faible qui donne le niveau de sécurité total de l'ensemble. Et alors moi, je me souviens, je crois qu'à une époque, tu distribuais justement des versions, on va dire, pré-prod de Ledger. Alors je sais plus quel c'était, le S, ou c'était des petites clés USB, on va dire bleues, et je crois qu'il y avait un Bitcoin dedans où il y avait tu mettais au défi les gens de les hacker. Qu'est-ce que ça a donné, ça? J'ai jamais il y a une équipe qui les a hackés, c'était l'équipe de Ninja Labs qui sont eux-mêmes des chercheurs en sécurité, donc dans le domaine de la carte à puce, qui l'ont hacké parce qu'on avait mis un chemin d'accès, on va dire, pour pouvoir y arriver, et puis progressivement ils ont trouvé le chemin d'accès, donc c'était cool. C'était un bon jeu. Bon, après, notre fournisseur nous a dit de plus jamais faire ça, donc du coup, non, on ne fait plus jamais ça. Voilà.
Ok, mais il y a eu un bouti de combien? Un bitcoin, je crois, non? Ouais, ça a abouti. Ouais, je crois que c'était un Bitcoin. Ouais, ils y ont passé. Je crois qu'ils y ont passé. Je sais plus, si c'était 3 ou 6 mois, mais bon, ils y ont passé longtemps. Et c'était vraiment des spécialistes du truc. Voilà. Mais non, ça c'est sûr. Mais bon, ils étaient. Voilà. En tout cas, ils ont très bien joué le jeu. Il y a plein de labos qui avaient joué le jeu. On a eu des gens de l'ANSSI qui ont joué le jeu avec nous. Enfin, c'était vraiment super. Mais bah, on le refera plus jamais parce que sinon, sinon, on va pas se faire des amis après. Du coup, voilà. Bon, mais écoute, et quand vous hackez les copains, ça vous faites des amis? Bah, j'ai envie de dire, tout le monde travaille un petit peu ensemble parce qu'en plus, avec le donjon, on a des compétences qui sont effectivement assez uniques en attaque physique. Du coup, bah, j'ai envie de dire, entre payer très cher une certification où le labo va essayer de passer le moins de temps possible ou avoir le donjon qui s'amuse à regarder et derrière qui fait un rapport détaillé, bon, c'est plus intéressant pour tout le monde de prendre la deuxième option, quoi. C'est des audits gratuits, c'est un public good, le donjon. Ouais, bah ouais, c'est bien les audits gratuits. Il y en a plein sur Ethereum aussi, donc c'est cool. Nous, on fait ça, mais en hardware aussi. Ouais. Les audits de bridge, tout ça, oui, c'est ça. toujours... Entre autres. Oui, bon, après, ça fait votre réputation aussi, quand même. Hein. Voilà. Et attends, c'était quoi? Oui, et le Stax, donc le Stax, c'est aussi une carte à puce. À l'intérieur. Ouais, c'est exactement. C'est le même design. Sauf que là, la carte à puce, on l'a fait driver. Voilà. Ouais. Là, c'est le dernier Ledger en date, donc qui est tout beau, tout incurvé, avec une batterie. Est-ce que quelqu'un nous le pitcherait là très rapidement, ce monstre de technologie et de modernité, mais qui repart sur l'idée ancestrale en fait d'un élément sécurisé à l'intérieur sur une carte à puce, et je suppose qu'il y a une surcouche de 2022, quoi. Ouais, bah écoute, vas-y, je te laisse, parce que là, sinon, après, on va dire que je parle tout le temps. T'inquiète. Non, en fait, c'est très simple. Tu prends l'architecture en fait des serveurs wallet qu'on a déjà. Donc, c'est la même sécurité, la même archi, c'est tout. Et sur lequel tu plugs du coup un plus grand écran e-ink. Donc, top pour la batterie là-dessus. Le plus grand écran, c'est top. Différentes use cases, notamment ne serait-ce que voir ce que tu signes. Tu as un plus grand écran du coup pour voir exactement ce que tu signes. Si tu as déjà utilisé par exemple une nano classique S, S+, X, quand tu signes un message, typiquement un 712 sur Ethereum, tu arrives en fait à avoir 15-20 pages que tu vas mettre droit, puis tu confirmes. Là, en fait, tu peux utiliser du coup ce plus grand écran pour directement tout afficher. Tu peux aussi l'utiliser pour afficher des NFT, enfin, pas mal de choses assez intéressantes là-dessus. Et voilà, notamment pour frimer. Et pour avoir ton petit wallpaper en fait customisé. Et ils s'aimentent. Ils s'aimentent entre eux. Tu peux en avoir plusieurs. Typiquement, use case, par exemple, c'est une famille, par exemple. Chacun, du coup, a son stack chez lui. L'idée, en fait, c'est que tu peux stacker, en fait, chacun des stacks à un endroit précis, un coffre ou autre. Et sur la tranche, en fait, tu peux customiser le petit nom de ton hardware wallet. Ou toi, derrière, tu peux en avoir plusieurs pour tes use cases personnels et avoir, du coup, différencier un peu tes utilisations et, du coup, à chaque fois, avoir un petit label sur le côté. Voilà. Et la révolution, un peu, c'est exactement comme des classeurs. Et la révolution, c'est justement ce plus grand écran, quoi. Savoir, en fait, si on était capable à l'époque de... Il est beaucoup plus beau. Il est très beau. J'avoue, pas que les autres ne l'étaient pas, il l'était déjà, mais c'est vrai que... C'est une gamme différente. On n'avait pas vraiment de designer hardware pour les autres, je dirais. Donc, on a fait un produit qui était très bien, très fonctionnel. Enfin, moi, le Nano S, c'est un tank. Hein, je l'ai sur mon porte-clés. Je veux dire, c'est l'idée. Là, on a quand même eu Tony Fadell qui a participé au design. Donc, quand on a le papa de l'iPod qui participe à un design hardware, bah oui, tout de suite, on voit qu'il y a un certain sens du design qu'on n'a pas, clairement. Quels sont les challenges? Donc, aujourd'hui, le Stax, c'est la même architecture, le même secure element, etc., la même recette, avec une autre manière de visualiser, un autre support pour visualiser l'information et pour interagir avec ces fonds, etc. C'est plus esthétique, c'est plus facile à utiliser. Quel serait le challenge pour en fait utiliser comme support son téléphone, en gros un Android ou un iOS, et avoir juste une sorte de boot machine, un petit truc qui s'allume, qui détecte en Bluetooth un appareil arbitraire, et on utilise du coup son iPad ou son iPod comme support pour visualiser et broadcaster les transactions, etc. Quel est le challenge technique? Pourquoi ça n'existe pas? Il faut que ça passe dans un OS qui n'a pas les mêmes garanties de sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas en fait dans la chaîne pour faire ça? Je vois deux choses. Après, si Nico, tu veux rajouter vas-y. Là-dessus.
Deux choses notamment. La différence entre un hardware wallet et du coup un téléphone aujourd'hui. Premièrement, du coup, c'est l'écran. Pour les hardware wallets, l'écran est directement connecté au Secure Element. Et c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs le challenge, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas directement plugger un écran, je sais pas, 24 pouces directement au Secure Element. C'était un challenge du Stax. Le fait d'avoir l'écran qui est connecté directement au Secure Element, c'est le fameux what you see is what you sign. T'es sûr, en fait, de ce que tu vois. Ce que tu vois, en fait, c'est exactement ce que tu vas signer. Il n'y a pas eu, en fait, d'interférence, il n'y a pas eu de malware entre les deux. Man in the middle ou autre. La communication. Okay. Exactement. Il n'y a rien. Donc, ouais, ce que tu vois, du coup, sur hardware wallet, c'est réellement la réalité. Si demain, du coup, tu utilisais, par exemple, un iPhone classique pour une application, un software ou quoi, tu pourrais, du coup, avoir ce mine in the middle et tu pourrais avoir cette modification où on te fait afficher quelque chose et finalement, on te fait signer autre chose. Il n'y a pas de l'encryption pour ce qui passe dans le Bluetooth ou autre, quelque chose qui permettrait de chiffrer ce qui passe en sans fil ou quoi que ce soit? T'as aujourd'hui l'encryption directement sur le BLE ou même sur l'USB sans aucun problème et tout, mais ta private key en fait reste du coup dans l'enclave, reste du coup dans ton device là-dessus et c'est ce message en fait c'est ça en fait que tu vois directement sur ton device sans rentrer trop dans la partie tech. Okay. Et la deuxième chose, ça peut paraître tout con, mais c'est les boutons physiques. Et le fait d'avoir des boutons physiques du coup sur les hardware wallets, c'est aussi anti-malware. C'est le fait tu dois appuyer du coup sur ton bouton physique et c'est typiquement c'est en fait by design en fait anti-malware du coup sur tes hardware wallets. Okay. Je sais pas si tu en vois d'autres des points mécaniques. En fait, c'est cet événement mécanique qui va détecter vraiment que tu peux pas en fait exactement avec un malware justement passer en fait. C'est vraiment une connexion directe parce que comme on disait tout à l'heure, voilà, ce qui va être important dans la sécurité, c'est de regarder la chaîne complète, quoi. Et la chaîne complète sur un téléphone, par exemple, aujourd'hui, on a de très bonnes, je dirais déjà cartes à puce qui sont dans les téléphones et qui permettent de sécuriser des clés. Le problème, c'est que ces cartes à puce, elles sont pas vraiment connectées au monde extérieur. Donc au final, quand une application arrive à utiliser une clé qui est protégée par cette carte à puce, la seule garantie qu'on offre, c'est que l'application s'est identifiée correctement auprès de la carte à puce. Mais au final, si jamais on est sur un téléphone qui est complètement pété, je veux dire, on peut imaginer qu'un attaquant arrive à se faire passer pour l'application, et si l'attaquant se fait passer pour l'application, la carte à puce, elle protège toujours très bien la clé, mais au final, elle va signer n'importe quoi, puisque n'importe qui peut lui demander de signer n'importe quoi et afficher autre chose à l'utilisateur. Donc on peut avoir vraiment un mismatch ici entre ce qu'on demande de signer et ce qu'on a affiché. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un dispositif matériel qui voit la sécurité dès la conception et qui va justement rendre ce genre d'attaque complètement impossible. Alors, en plus, après, on peut commencer à rentrer encore plus dans les détails des attaques bizarres qu'on a sur les téléphones avec toutes les récentes attaques qu'on a appelées en exécution spéculative sur tous les CPU, en fait, où on arrive à deviner un petit peu, à deviner ce qui se passe dans le CPU avec un corps qui peut en espionner un autre. Mais ça, c'est, je dirais, par des failles d'optimisation des CPU qui commencent à être exploitées depuis quelques années, quoi. Donc on se rend compte que toutes les optimisations qu'on a fait pour gagner quelques cycles, elles ont des conséquences et qu'on peut les exploiter pour réussir à comprendre ce qui se passe. Donc ça, quand on commence à manipuler des données secrètes et des clés, on se rend compte que c'est un petit peu gênant. Et même les enclaves qu'il y a dans ces CPU, SGX, il y a toujours des leaks. SGX, il se fait péter à peu près tous les 6 mois. Hein. SGX, c'est mort. C'est tellement mort qu'ils l'ont enlevé de la gamme consumer, en fait. Hein. SGX est cassé, définitivement cassé. Voilà. Il y a une blockchain qui est construite là-dessus et qui en subit d'ailleurs les poids cassés. Ouais, il y a Secret Network qui a eu assez mal récemment. Ouais, mais bon, ils vont trouver des palliatifs, ils vont réussir à mettre d'autres choses à côté, ils vont régénérer leurs clés. Voilà, il y a pas beaucoup d'applications blockchain qu'utilisent SGX quand même. Il y en a quelques-unes. Bon, alors voilà, c'est vrai qu'il y a Secret entre autres. Ouais. Et donc moi ça répond à plus ou moins à une question que je me faisais. Donc c'était le futur des hardware wallets ou des portefeuilles crypto sécurisés. Bon, si on veut le degré de sécurité offert par Ledger, en fait ça se passe sur un élément extérieur dédié à ça. C'est-à-dire que il y aura pas de téléphone qui va offrir le même degré de sécurité que un hardware wallet. Et d'ailleurs, alors quelle est la différence? Parce que on peut quand même sécuriser des cryptos sur un ordi ou sur un téléphone de façon relativement satisfaisante. Mais quel quels vont être l'intérêt d'avoir un hardware wallet et les grandes différences? Bon, évidemment, il y a les malwares en fait. Mais si le device il est sain, normalement c'est quand même assez fiable.
Comment vous faites personnellement? Comment vous stockez? Voilà. Alors, je sais que ça, c'est une question. Le problème, c'est que c'est très dur de prouver, en fait, qu'un device n'a pas de malware. Et on constate qu'on a vraiment des malwares de plus en plus sophistiqués, quoi. Je veux dire, maintenant, on a des malwares même, par exemple, qui vont remplacer les adresses qui sont affichées dans Ledger Live, quoi. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, on peut contrôler son adresse sur le device, mais si on contrôle pas son adresse sur le device ou si on fait pas attention, bah voilà, c'est trop tard. Donc, en fait, c'est vraiment ça la difficulté, quoi. Donc, bah, moi, pour pas donner plus d'informations, je dirais que j'utilise des ledgers pour stocker mes cryptos. Ouais. Ça va paraître assez peu original dans ma position, mais bon. Mais j'ai vraiment très très peu de choses sur des wallets téléphones, quoi. Je vais pas dire que c'est des pièges jaunes, mais bon, pas loin, quoi. Ouais. Et ouais, ok. Mais bon, ça suppose donc du coup pour quand même se servir, il faut toujours avoir son ledger avec soi. Donc et ben voilà, c'est notamment les pistes de réflexion qu'on est en train de mener en ce moment pour dire est-ce qu'on peut avoir d'autres options, et au final quelles sont les contraintes de sécurité, et quel est, je dirais, à quel moment on va devoir un petit peu faire des compromis, quoi. Voilà, c'est les questions qu'on se pose. Ouais. Donc là, je suppose que on pourrait faire une petite présentation. C'est la team innovation de Ledger qui se focalise sur ça. Donc ça fait partie des focus. Donc je suppose qu'il y a plein d'entités dans Ledger. Ouais, on a plein de focus. Ouais. Voilà, on a plein de focus différents. Là, on s'est dit, tiens, bah, c'est un focus qui est intéressant parce qu'on a commencé à avoir des avancées techniques qui étaient sympas et qui nous permettaient de penser un petit peu la problématique des hardware wallets de façon différente. Donc on s'est dit, bah, on va passer un peu de temps là-dessus, puis on va itérer, et puis on va voir ce qu'on arrive à sortir. Alors, je suis curieux, dis-moi plus. Donc là, là, pour l'instant, on en est à un hardware wallet séparé du téléphone. Faut connecter l'un à l'autre. C'est l'état de l'art actuel. Exactement. Et si tu veux la même sécurité, du coup, aujourd'hui, enfin, si tu veux garder la sécurité d'un ledger, d'un hardware wallet, tu dois, du coup, avoir cet hardware wallet. La question maintenant, c'est de se dire que pour des questions UX, il y a des moments en fait où tu veux pas forcément avoir la sécurité optimale. Enfin, je veux dire, la grosse sécurité, tu vas pas forcément sortir le lance-roquette pour tout et rien. Si je reprends l'exemple qu'a dit Nico sur scène la semaine dernière, t'as pas forcément besoin de la même sécurité pour acheter une maison, pour acheter une baguette de pain, classiquement. Oui. Et tu as évoqué d'ailleurs un point d'UX assez important, un pain point. C'est que voilà, tu dois toujours avoir ton hardware wallet sur toi. Si tu veux faire un paiement, tu fais une transaction sur hardware wallet. Et du coup, ça a mené du coup à des pistes de réflexion, et ça a mené du coup à Ledger Fresh, qu'on a annoncé la semaine dernière, du coup, durant notre keynote, Ledger Open. Et Ledger Fresh, du coup, qui sera du coup un web wallet qui sortira l'année prochaine, qui va justement combiner un peu des nouvelles idées de recherche, et pour avoir en fait un peu plus de flexibilité et offrir une UX un peu plus moderne et qui fitera un peu plus certains d'autres cas d'utilisation. Donc c'est avant tout un vas-y. Non, je veux pas trop. C'est un software wallet du coup. C'est un web wallet. Un web wallet, voilà. Du coup, exactement. Tu iras du coup par exemple sur fresh.ledger.com. Ledger Fresh, c'est un nom de code aujourd'hui. Et c'est du coup un web wallet qui est pensé nativement du coup pour l'account abstraction. Donc voilà. Alors déjà, c'est quoi l'account abstraction? Alors oui, parce que moi, il va falloir m'aider. Alors l'account abstraction, c'est quoi? C'est aujourd'hui, si tu vas sur Ethereum, par exemple, n'importe quel EVM classique, tu vas avoir deux types de comptes. Tu vas avoir des comptes classiques, qu'on appelle souvent EOA dans l'écosystème, et soit des comptes classiques, c'est les comptes qu'on a tous, les comptes de tous les jours, sur lesquels tu as tes ETH ou tes tokens préférés. Et en fait, dessus, sur la chaîne, il y a aussi un deuxième type de compte, ce sont les smart contracts. Les smart contracts, du coup, c'est petits softwares qu'on envoie du coup sur la chaîne, que n'importe qui peut appeler et qui sont censés être intelligents. L'account abstraction, c'est quoi? C'est se dire que on a énormément de limitations avec les comptes classiques. Ils sont pas programmatiques. On peut rien faire, en fait. T'es obligé, pour un EOA classique, t'es obligé, en fait, d'avoir, du coup, de signer un message avec ta clé privée, suivant, du coup, un algorithme spécifique, pour après pouvoir faire une action. Donc, t'es assez limité dans ce que tu peux faire. L'account abstraction, c'est se dire, on enlève le compte classique, et à partir d'aujourd'hui, grosso modo, tout est smart contract. Donc, il y a différents degrés de différentes implémentations, différentes DIP qui en parlent. Mais aujourd'hui, de la direction, par exemple, qui a pris Startnet, qui est du coup un réseau qui commence à avoir pas mal d'ampleur, qui est du coup un Validity Rollup
Layer 2 sur Ethereum. Eux, du coup, ont fait le choix nativement d'avoir la compte abstraction. Donc, tu n'as plus de compte classique, tu n'as que des smart contracts. Donc, ton propre compte à toi est programmable. Et ça ouvre en fait un millier de portes et un millier de choses que tu peux faire en plus, qui est impossible aujourd'hui de faire sur Ethereum. Par exemple, si tu veux jouer aux échecs sur on-chain, admettons, à chaque fois que tu veux bouger une pièce, tu dois signer systématiquement, autoriser chaque action. Avec la compte abstraction, tu peux avoir une clé de session qui stipule que pendant 30 minutes, en interagissant avec une app X, Y ou Z, tu autorises toutes les futures, interactions. Ouais. Donc, tu vas pouvoir jouer à ton jeu sans avoir à signer systématiquement chaque opération et donc avoir une meilleure expérience. Tu peux faire du multi-call, éviter d'avoir plusieurs allers-retours pour retirer de l'argent de Yearn en termes du X, devoir cliquer systématiquement. Tu peux penser à toutes sortes d'use cases. Tu peux automatiser ton adresse pour qu'elle envoie l'argent si tu ne te manifestes pas dans 6 mois à ton héritier et créer tout ce genre de triggers complexes et penser à plein de nouveaux business. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est là où on voit que Sam présente aussi Starknet ici. Merci d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez gagné le TTF de Lisbonne. Lisbonne. Et oui. Ouais. C'est cool, hein, d'ailleurs. Vraiment cool. Bon event. Voilà, les gens restent donc le web wallet pour la compte abstraction. Alors après, on va dire pourquoi un web wallet. Parce que c'est vrai que l'avantage d'un web wallet, ça va être aussi en ce moment, on voit qu'on a beaucoup de pression de la part des différents constructeurs de téléphones, fournisseurs de stores, de bloquer un petit peu les apps qui font de la crypto, d'imposer des conditions un petit peu étranges du type, bon voilà, Apple a compris, Apple a déclaré récemment qu'il voulait récupérer 30% des gas fees. Être pure web, ça permet aussi de s'affranchir de ça. Donc, pourquoi aussi on peut être pure web? Parce qu'on profite des dernières solutions de sécurité qui ont été intégrées dans les téléphones, et en particulier le support d'un standard qui s'appelle WebAuthn, connu aussi sous le nom de FIDO, donc FIDO 2, la deuxième version de FIDO, qui permet de générer des clés dans le secure element du téléphone directement depuis le web. Et Starknet, avec son computing, je dirais sa puissance de compute, permet de vérifier ses signatures on-chain. Et c'est aussi ça qui, couplé à la compte abstraction, permet au final de relier toutes les briques entre elles et d'avoir une authentification possible depuis une page web sur un téléphone sans compromettre de clé. Parce qu'avant de faire ça, avant, je dirais, d'avoir toutes ces techniques possibles, ça, on pouvait le faire, mais en stockant une clé dans son navigateur ou en stockant une clé dans son web storage, ce qui est évidemment pas recommandé du tout, parce que dans ce cas-là, n'importe quel logiciel peut la récupérer. Donc, on cherche à faire une solution qui rende la consommation de crypto un peu plus simple, hein, mais bon, on cherche pas non plus à faire un truc qui soit trivial à casser, quoi. C'est un peu l'idée de Fresh. Sachant qu'au final, le but de Fresh, c'est d'expliquer toujours aussi au public que si on veut être protégé des malwares, de toute façon, il n'y a pas de solution. Je dirais, on doit passer par Hardware Wallet. Donc au final, la configuration de Fresh ou le choix de, sortir d'une politique de sécurité pour dépenser plus, par exemple, se fera toujours de manière recommandée par Hardware Wallet. D'accord. Ok, mais pour des montants moindres, tu passes par le Ledger Fresh, on va dire. Alors moi, il faut savoir que j'étais un fan de la solution pas du tout sécurisée des web wallets. J'étais un grand pratiquant. Il y a plein de gens les Insta Wallet à l'époque de Bitcoin Central. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui existaient. C'était les burner wallets partout. C'est très pratique, mais bon, voilà, c'est pas. Voilà, exactement. Et ça avait un côté. Alors, c'était dramatique, je pense, en termes de sécurité, mais en termes de ce qui était extraordinaire, c'était la rapidité avec laquelle on pouvait créer un nouveau wallet, quoi. Et c'était local, hein. C'était local side. C'était beaucoup de scams, hein, les paper wallets Bitcoin avec l'entropie et tout. Il y a eu pas mal de dramas à T plus 2 ans, 3 ans, où pas mal de gens se sont siphonnés leur. Ah oui, sur les brain wallets, là, quand il y a eu une attaque assez drôle, je sais plus comment s'appelait le projet, je crois que c'était Brain Flyer ou quelque chose comme ça, mais quand il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que on pouvait itérer tout l'espace et puis au final c'était pas très compliqué, ça a fait un peu mal quand même. Mais même moi, j'en avais retrouvé. Hein. J'avais tapé parce que tu pouvais les générer à la main, sachant que j'avais fait les plus simples. Hein. J'avais mis des Satoshi comme mot de code et tu tombais sur un wallet. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait créé un wallet avec Satoshi et il y avait eu des transactions dessus. Hein. Bon, c'était fait voler évidemment après. Mais moi, j'étais. Non, mais là, c'est un don à la communauté à ce niveau-là. Ouais, c'est pas. Voilà. Ouais.
Et donc, c'était marrant. Et je m'étais amusé à taper des trucs et tu pouvais recréer des wallets. Mais bon, mais par contre, je trouvais que ça avait un côté fantastique pour les gens parce que un des éléments différenciants des cryptos et notamment de Bitcoin, contrairement à un compte en banque, contrairement à un compte PayPal, c'est la capacité de chacun à créer un compte en un temps court et simple. Après, la sécurité, ça, c'est un truc qui est plus, non, voilà, mais c'est vraiment ça qu'on voulait, c'est vraiment ça qu'on voulait retrouver avec Fresh, quoi, parce que la possibilité de créer un compte dans des conditions de sécurité raisonnables directement depuis son téléphone et puis upgrader après, mais en plus, ce qui change complètement aussi la façon de voir un upgrade, c'est qu'avant, upgrader sur un hardware wallet, ça voulait dire prendre tous ses assets et les retransférer. Maintenant, grâce à l'account abstraction, c'est juste raccorder un nouveau dispositif de signature à son wallet. Je veux dire, donc même au niveau de l'UX, tout est simplifié en fait. On peut vraiment commencer par une solution de sécurité qui est sympathique mais pas parfaite et bouger vers une solution parfaite dans le futur avec vraiment une friction très faible en fait. Ok. Et donc, comment ça se présente? C'est tu te connectes au site, c'est local? Comment ça marche en fait l'expérience utilisateur d'un Ledger Fresh? Une première utilisation. Au début, du coup, bien sûr, par défaut, en fait, du coup, la première utilisation, c'est que tu vas te connecter au site web. Imaginons fresh.ledger.com. C'est pas une vraie URL, ne la tapez pas. Si, on va taper comme des fous, tu le sais bien. Et du coup, tu vas pouvoir en fait tu vas d'abord créer un signer. Et en fait, c'est hyper important comme concept. Un signer, c'est quoi? C'est un device qui stocke en fait du coup ta private key. À terme, en fait, assez rapidement, quand tu auras déployé du coup ton wallet, ton web wallet, tu auras plus juste une clé qui va contrôler ton wallet. Tu auras différents types de clés et tu auras les clés que tu veux. Tu peux en fait du coup avoir un wallet on-chain et dessus avoir autorisé du coup ton téléphone, ton laptop et ta clé Ledger. Et ensuite du coup leur attribuer différents profils en fait de sécurité. Et c'est ça qui est important. En tant qu'utilisateur, la première fois que tu vas arriver du coup sur le site, tu vas du coup te générer une clé, une biclé en fait, qui sera stockée du coup dans l'enclave en utilisant justement WebOpen et Fido. Donc imaginons que avec mon laptop, je crée en fait cette private key que je stocke dans l'enclave, donc l'endroit dans l'hardware le plus sécurisé du device, du coup là-dessus. Et ensuite, je vais utiliser du coup cette private key pour en fait avoir du coup cette public key que je vais en fait passer au moment en fait du déploiement. Donc la première étape va commencer par un déploiement de wallet. Donc on va utiliser une manière déterministique de générer l'adresse. Donc tu vas pouvoir en fait avoir ton adresse avant qu'elle soit déployée. Mais vraiment au début quand tu arrives, tu fais deux choses et c'est le plus transparent possible pour l'utilisateur. C'est tu vas créer un signer sur ton device et du coup tu vas en fait déployer un compte. Et ensuite tu vas pouvoir configurer, paramétrer ton compte, ajouter des signers. Il faut savoir que c'est assez important. Il y a quelque chose qui est assez important, c'est que on se repose du coup sur WebOpen pour la création du signer. Et WebOpen, en fait, c'est quelque chose d'absolument génial. On est en 2022 et je sais toujours pas pourquoi pas plus de sites web l'utilisent. Et je parle pas que de sites web de crypto, hein. Je parle des réseaux sociaux, des sites web qu'on utilise tous les jours parce que ça te permet du coup de faire de l'authentification. Okay, tu peux t'authentifier avec les clés que tu génères d'une manière à ce que il n'y a plus aucun secret qui est géré du coup et stocké par le service que tu utilises. Donc c'est fini et database leak. Il n'y a plus en fait de mots de passe qui sont stockés du coup dans une base de données qui se fait exploser tous les ans, qui ensuite apparaît du coup un peu partout sur Internet. Premier point. Et deuxième point, c'est aussi un anti-phishing. Il y a clé que tu génères est intrinsèquement lié en fait avec le nom de domaine du site que tu utilises. Donc, si demain, tu vas du coup sur le bon site, tu vas pouvoir voir ta clé, enfin, tu vas pouvoir voir que ta clé existe, pas ta clé, bien sûr, tu vois que ta clé existe et tu peux l'utiliser pour signer un message, pour t'identifier ou pour faire une TX dans notre cas. Mais si demain, je t'envoie une URL qui ressemble vaguement à twitter.com parce que j'ai utilisé un i dans un autre alphabet et que tu as l'impression que c'est ça, et ben en fait, au moment où tu vas pouvoir te connecter, juste nativement, ton browser va te dire que tu n'as aucun credential en fait déjà enregistré pour le site et du coup, tu n'as rien à faire ici et que c'est probablement un phishing. Donc, WebOpen peut être utilisé aujourd'hui pour n'importe quelle application, web application, Web2, Web3, et ça permet en fait de régler le problème de data leak et de phishing, entre autres. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui du coup pour générer des clés et pour permettre à l'utilisateur de contrôler son wallet depuis son mobile ou son laptop. Donc ça, du coup, c'est pour l'expérience un peu. Ouais, pardon. Non, mais ça va sans doute marcher, hein, parce que comme la théorie, tu sais que les gens font n'importe quoi avec leurs données, mais avec leur argent, si c'est directement de l'argent, en général, là, c'est la limite. Tu vois.
Non, là, franchement, enfin, l'écosystème WebAuthn, il commence à être vraiment super intéressant. J'ai envie de dire, le dernier trou qui restait, c'était que c'était difficile à backuper. Donc, quand on perdait son device avant, on perdait ses clés. Maintenant, avec un nouveau système qui s'appelle Passkeys, qui commence à être déployé sur Android et sur iOS, on peut en même temps lier ses clés à son compte, enfin, au compte auquel on est lié. Ce qui veut dire qu'en plus, enfin, si on n'a pas peur, je dirais, de faire ça, et si on est connecté à son compte iCloud sur Apple ou à son compte Google, bah, on aura une copie sécurisée de cette clé quelque part. Franchement, c'est sympa. C'est quelle techno? Enfin, je veux dire, sur quelle chaîne ça va marcher tout ça? Quel crypto on va pouvoir stocker sur ce wallet? Alors, ça, aujourd'hui, ça va marcher sur toutes les chaînes où on va être capable de vérifier une signature sur cette courbe. Donc, cette courbe, c'est une voisine de la courbe de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très facile à faire sur Starknet, mais j'ai envie de dire que sur n'importe quelle chaîne qui offrira des précompiles ou qui donnera la possibilité de vérifier une signature sur cette courbe-là, ça sera implémentable. Donc, on peut imaginer que dans le futur, on pourra le faire sur pas mal de chaînes. En tout cas, j'espère. Ok. Et vous aviez donné les dates escomptées de lancement? On va éviter de louper le Regenesis de Starknet. Donc, on est sur fin Q1. Donc, fin Q1. Sachant que là, on essaye de s'aligner sur les dates de Starknet. C'est pas, voilà. Yes. C'est toujours une estimation. Et on voit pas mal maintenant pas de web wallet, mais d'extensions Chrome ou de wallet Web3, appelons-les comme ça, qui sont au niveau du système d'exploitation de l'ordinateur, comme par exemple Frame ou autre. Alors, je pense pas que ce soit le Saint Graal pour garantir la sécurité des secrets ou quoi que ce soit, mais je me demandais juste s'il n'était pas possible d'émuler une carte à puce sur un ordinateur où le point of failure, c'est le fait que cette carte à puce tourne sur un CPU qui lui-même peut être compromis. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Du coup, c'est là où on revient dans ce problème qu'éventuellement on pourrait dire, on déploie une partie de la logique de la carte à puce dans un composant de type, dans un HGX, enfin dans une enclave ou dans un TPM. Idéalement, en fait, un TPM, ça serait pas mal. Mais le problème du TPM, c'est qu'il n'est pas programmable et qu'il n'est pas connecté à un écran ou à des boutons. Donc, au final, on revient sur le problème du blind signing et on est incapable de vérifier ce qu'on signe. Donc, au final, on aurait un malware qui ne pourrait pas extraire la clé, mais qui pourrait signer tout ce qu'il veut et c'est pas non plus, c'est pas top au niveau de la sécurité. D'accord. Ok. C'est très bien. Écoutez, messieurs, le temps tourne. Alors, c'est vrai. Non, mais si, parce que moi j'ai des curiosités. Donc là, sur Ledger, on a été pas mal. On a fait un petit point sur le nouveau device qui est quand même la rockstar du moment de l'entreprise. Je sais qu'il y a une opération de minting en ce moment, donc j'ai pas encore et qui est en cours. Voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, les devices qui seront mintés, d'ailleurs, seront probablement envoyés en plus avant les devices qui seront achetés sur le site. Donc ça aussi, c'est important à préciser. Voilà, ça, c'est quand même un petit alpha. Ouais. Et j'ai regardé, donc il y en avait 10 000 mint et il y en a 3 000 et quelques qui ont été vendus. Donc il y a encore de la place. Il en reste. Oui, il y a encore de la place, clairement. Après, il y a des communautés il y a eu des communautés aussi qui ont eu des allolistes. Donc potentiellement, il peut y avoir des gens qui vont arriver en masse par moment. Donc qui sait, voilà, je vais pas faire un appel au FOMO, mais bon. Oui, donc il vaut mieux se présenter. Enfin, en tout cas, voilà. Donc ceux qui sont intéressés par le device, qui est Stax, qui est lancement, enfin, qui devrait arriver mars 2023, il y a pour les early buyers, il y a une opération de mint qui donnera, en plus, je crois, un esthétique, ça donnera droit à un NFT artistique, voilà. En plus du device, un NFT artistique et peut-être une arrivée un peu plus précoce. Donc, ça, c'est voilà. pas mal. Et une coque de protection. Bon, là, j'arrête la publicité, ça va vraiment faire beaucoup. Ah bah écoute, autant. Voilà, ça va se voir à un moment. Ouais. Ça va se voir. Ouais, et alors ensuite, on a vu l'innovation. Donc, vous nous avez parlé du futur, avec ce nouveau produit qui permet un compromis de sécurité, le hardware wallet d'un côté, mais le web wallet avec finalement des signers, donc si j'ai bien compris, auxquels on peut attribuer différents signers avec différents degrés de sécurité.
si j'ai voilà. compris. Alors on voit vraiment ça complètement. On voit vraiment ça par contre comme un framework, j'ai envie de dire, plus que comme un produit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va proposer à la communauté, qui va même être développé d'ailleurs avec la communauté. Enfin on va vraiment faire un projet collaboratif autour de ça. Et notre but, c'est que ça soit quelque chose qui soit utilisé par toute personne qui a envie d'avoir un wallet pour démarrer avec un wallet. Nous, on aura est-ce qu'il y aura besoin d'un ledger pour utiliser ce framework? Si on le souhaite, non, on pourra l'utiliser sans Ledger. Nous, après, évidemment, on va faire de la promotion de Ledger via ce framework, et on va avoir des solutions de sécurité qui marchent de façon optimale avec un Ledger. Mais si on souhaite l'utiliser sans Ledger, ça sera possible, et ça offrira déjà un niveau de sécurité qui est supérieur à beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Ok, je vois que dans le chat, il y en a qui veulent investir chez vous. Donc, est-ce qu'il y a des actions? Est-ce que c'est coté Ledger? Quelle est la là, j'ai envie de dire pas de chance, parce que la fenêtre d'ouverture de Caption, c'était, enfin, on avait une vente de secondaire, je dirais, qui est ouverte de temps en temps, donc via une société qui s'appelle Caption. La vente est close depuis quelques temps. Mais bon, elle réouvrira probablement dans quelques mois. Ouais, mais post-drama FTX, ça sera plus cher, hein, les amis. C'est l'idée. C'est l'idée. Ok, ça c'était des questions. Ce sera open source, tout sera open source, Ledger. Ouais, tout sera open source. Ça c'est super important parce qu'on veut vraiment que la communauté puisse se l'approprier, et justement que ça devienne une façon de concevoir son wallet de démarrage. Donc après, on aura probablement plein de personnalisation, parce que c'est ça aussi qui est bien avec la Count Abstraction, et on veut faciliter ces personnalisations, et en plus les rendre compatibles entre wallets avec un système de plugins. Mais ouais, c'est aussi ça qui fera le petit côté unique de chaque wallet, je pense. C'est vrai qu'il y a, pour l'anecdote d'ailleurs, le système d'exploitation qui tourne sur les appareils Ledger, l'abréviation c'est BOLOS, ce qui veut dire, je pense, Blockchain Open Ledger Operating System. C'est ça, voilà. Mais bon, là, je vais pas te cacher qu'on a réfléchi à l'acronyme avant de réfléchir au sens de l'acronyme. Hein. Voilà. Et le précédent OS qu'on avait écrit dans une vision différente, mais bon, c'était les mêmes personnes qui avaient commis la chose. On l'avait appelé Tacos pour Tacos is Another Card Operating System. Voilà. Donc on avait réussi l'acronyme récursif, on l'a pas fait pour Bolos, mais on s'est dit que si le truc avait du succès et qu'on verrait, je dirais, des journaux étrangers parler de Bolos, on serait satisfait. Donc voilà, on a atteint notre objectif. C'est notre unique objectif en créant la société. Et donc toi, j'ai une question pour toi, Nicolas. Toi qui es un vétéran, donc je sais que tu es arrivé dans les cryptos, par la sécurité, et ensuite tu t'es quand même passionné pour Bitcoin très tôt. Et je sais que étant spécialiste de la sécurité, tu es plutôt dans la branche dure, c'est-à-dire que tu vas avoir la critique facile, et parce que tu vas tout de suite voir les failles. Hein. Par exemple, je pense que ce pauvre Secret Network avec leurs enclaves, tu avais sans doute dû voir. Bah oui, oui, on a un grand fan de Cosmos chez nous qui nous fait la publicité de beaucoup de choses de l'écosystème, et c'est vrai que quand tu m'as parlé d'SGX tout de suite, c'était voilà, c'est ça, ça m'a fait tiquer rapidement. Après, le principe est c'est vrai que à partir du moment où ta blockchain dépend d'une technologie et d'un seul type de hardware qui est produit par une seule firme américaine qui est probablement backdoorée par des agences d'intelligence ou un gouvernement, et qu'on peut juste construire avec ce qui vient de Intel et pas d'AMD ou ARM ou quoi que ce soit, déjà, c'est un peu anti-ethical par rapport à l'idée de... Ouais, il y a un problème. Bon, après, au niveau de ça aussi, je dis, c'est un truc qui est bien aussi pour les backdoors, c'est que quand, de toute façon, on a une techno qui est pétée à ce point-là, on n'a plus besoin de backdoor. Donc, au moins, c'est une façon de se réconforter quelque part. Ouais. Bon, moi, c'était pas ma question. Ma question, c'est, en étant 10 ans dans les cryptos, qu'est-ce qui te passionne encore? Est-ce que donc ton intérêt est toujours pour Bitcoin? Tu as d'autres passions? Quelles sont, après ces 10 ans d'expérience, où en es-tu aujourd'hui? Je veux dire, moi, je regarde toujours les cryptos. Ouais, je regarde toujours beaucoup Bitcoin. Je trouve que la simplicité, j'aime surtout beaucoup toujours la simplicité de Bitcoin. Je considère que Bitcoin, c'est vraiment la monnaie, c'est le truc qui est impossible à arrêter, impossible à changer. D'ailleurs, après, ça peut être un bien ou un mal, mais je considère que si on l'utilise, si on le voit dans cette vision-là, c'est plutôt un bien. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être de voir toutes les avancées qui vont être faites, notamment au niveau de la cryptographie, et qui vont pouvoir, je pense, nous aider bien au-delà de juste du scope des cryptos, qui au final reste assez petit.
Notamment aujourd'hui, je regarde pas mal toutes les technos qui sont à base de Zero Knowledge Proof, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va nous rendre, ça va nous permettre en fait de créer des solutions trustless à partir de solutions qui ne sont pas trustless. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Enfin, on commence à voir ça aujourd'hui. Alors évidemment, ça commence par la crypto, donc on commence à voir ça avec des nœuds Ethereum. Mais je pense que si on généralise ça au cloud, ça veut dire que demain, on sera capable on va pas casser l'infrastructure d'Internet, parce qu'au final, Internet, ça marche plutôt pas mal, et puis on a réfléchi notamment à des optimisations de bande passante qui sont quand même très difficiles à reproduire dans une appli décentralisée. Mais on va dire que si demain, on est capable de faire tourner un service sur Amazon, et qu'on est capable de vérifier que ce service tourne correctement, bah, on a résolu une grosse partie du problème. Enfin, on n'a pas résolu encore la privacy, mais on a déjà résolu le côté de la confiance. Donc, si on a des moyens qui nous permettent de reprendre la confiance sans changer l'architecture actuelle, je trouve ça assez incroyable. Et là, vraiment, je dirais, c'est un petit peu... Et tu penses qu'on y arrive? Mon dada en ce moment, ouais, je pense je suis super optimiste parce que je considère qu'on y est déjà pratiquement arrivé. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit la richesse des preuves, par exemple, qu'on peut exprimer sur des technos comme Starknet, c'est assez incroyable. Mais sans considérer la chaîne, hein. Donc là, je dis juste en regardant le modèle de preuve et les preuves qu'on peut faire, je veux dire, on arrive à prouver des choses totalement différentes. Par exemple, on peut réussir à prouver l'UTXO7 de Bitcoin aujourd'hui sur Starknet. On peut dire, bah voilà une preuve succincte de l'état de toutes les UTXO de Bitcoin. Alors après, ça, on peut en faire plein de trucs, hein. On peut imaginer en faire un vrai de Bitcoin qui serait complètement trustless. On peut imaginer accélérer la synchronisation des nœuds. Enfin, après, il y a plein de façons de regarder le problème, je dirais, selon là où on tourne la tête. Mais je trouve ça fascinant, en fait. Ces avancées mathématiques qui sont vraiment complètement, qui ne sont possibles uniquement que parce qu'il y a des gens qui, justement, spéculent avec les cryptos. Donc, c'est pour ça que je suis pas non plus contre la spéculation dans les cryptos. Si on n'avait pas d'argent dans les cryptos, on n'aurait jamais eu toute cette recherche qui aurait été faite. Donc, faut toujours bien regarder tous les aspects, je dirais, de l'économie, et faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme certaines personnes peuvent le faire parfois. Oui, c'est vrai que les preuves de Zero Knowledge, c'est quand même une innovation qui est aussi importante, je pense, que la blockchain en termes d'use case, de possibilités, d'implication et tout ce que ça bouleverse. Et ce qui est marrant, c'est que le concept remonte aux années 80, et c'est qu'à partir de Zcash qu'on a eu la première application, on va dire, market ready, qui peut être utilisée par ouais, parce qu'il y a eu les besoins étaient créés, et voilà, les technos marchent mieux quand on a des besoins, sinon on le reste dans un placard. Donc rien que pour ça, je veux dire, si demain tout tombe à zéro, on pourra remercier les différentes cryptos pour nous avoir apporté un petit peu de magie mathématique, quoi. Mais c'est vrai que grâce aux enjeux financiers qu'il y a dans les cryptos, le montant de recherche fondamentale dans des sujets hyper austères a explosé. C'est vrai que tu vois les zero knowledge, pour s'y attaquer, faut vraiment être un grand passionné c'est sûr que ça aide. L'enjeu économique d'événements. Donc un coup de cœur, ça serait les zero knowledge. Coup de cœur sur les zero knowledge. Ouais, pour moi perso, j'ai pas peur de dire ça. Ouais. Ah ben c'est super. Et est-ce que tu as un coup de gueule? Alors ça, c'est en général ou un focus, quelque chose sur lequel faire attention. Bon, il y a les exchanges, je sais pas, hein, avec la philosophie Ledger, de toute façon, il y en aurait plein, hein, Not Your Coins, mais une mise en garde, je veux dire coup de gueule ou mise en garde. Hein, non, je trouve qu'il y a beaucoup, effectivement, mais ça, je dirais, c'est un petit peu comme Internet, quoi. On a vraiment un fonctionnement par cycle, où on voit qu'on a des cycles de centralisation et de décentralisation, et que même si les blockchains sont des technos qui sont pensés pour être décentralisés, on a toujours cette tentation de la centralisation, parce qu'au final, on comprend mieux la centralisation. Enfin, même en tant qu'espèce, on comprend toujours mieux les solutions centralisées. C'est plus simple d'avoir un chef, c'est plus simple de suivre une voie unique, donc faut toujours, je dirais, lutter contre ces biais. Et ça, c'est ce qui est compliqué à faire. Donc, bon, voilà, ne pas, je dirais, écouter classique, ne pas écouter trop les gens qui vont promettre des choses qui sont trop belles pour être crues, voilà. Trop belles pour être honnêtes. Donc ne soyez pas naïfs, chers amis. Voilà. plus qu'un coup de gueule, je pense que c'est plus utile, parce que sinon, effectivement, après, il y a tellement de trucs contre lesquels on peut gueuler chaque jour que bon. Et bon, j'ai la même question pour toi, hein, John. Est-ce que tu as un coup de cœur, enfin, tu vois, ou une passion? Tu as commencé sur Ethereum. Est-ce que tu restes toujours passionné par Ethereum, ou est-ce que tu as d'autres écosystèmes qui te plaisent? Parce que quels sont en fait ce sur quoi tu te passionnes? Et aussi, si jamais tu as un tacle à faire, on les prend aussi. Hein. On prend
Les coups de pouce et les tacles, hein. On aime les deux. Non, je reste sur l'écosystème EVM, du coup, pour le coup, et tout ce que ça implique. Hein. J'englobe aussi Startnet, même si c'est pas une virtual machine, mais c'est un peu ces sujets un peu de layer 2. Je commence pas mal à regarder ces sujets d'AppChain, layer 3, tout ce qui est capable d'arriver, tout ce qui est possible, ce qui devrait arriver dans les prochains mois, prochaines années, on sait pas. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce qu'on serait capable de faire dans le futur. Notamment des inspirations qu'on pourrait imaginer prendre à Cosmos lui-même, qui a eu pas mal de travaux du coup sur les AppChain et sur lesquels en fait on pourrait s'inspirer sur différents aspects pour concevoir un peu les AppChain qu'on pourrait, comme on l'imagine aujourd'hui côté EVM, donc essayer d'avoir en fait ces preuves récursives au-dessus d'un layer 2. C'est pas impossible que à terme Startnet devienne une fondation, un bloc en fait sur lequel d'autres layers vont se construire et sur lequel en fait ils pourront envoyer une preuve qui sera après de manière récursive prouvée sur le mainnet. Donc c'est des sujets moi qui m'intéressent pas mal. Sinon moi de mon côté je continue un peu à dig la tech. Je continue à creuser en dessous de Solidity, que ce soit un peu de Glue, un peu et le VM de manière générale. Donc c'est un peu les sujets aujourd'hui qui me chauffent et je pense que c'est pas un coup de gueule mais les sujets de privacy prennent de plus en plus de place, moi, dans ma réflexion. Et ça a été aussi une claque dans la figure ces derniers mois. C'est tout ce qui est arrivé et tout. Et je pense chacun doit être conscient en fait de ce qu'il construit, et qu'aujourd'hui on a commencé à réfléchir justement à respecter de plus en plus cette privacy, et que ce soit pas juste une feature qui arrivera à terme dans la roadmap, mais que ça doit être central en fait au moment où tu ships le produit. C'est des choses sur lesquelles en fait que tu dois avoir en tête. By design. C'est hyper important. By design, exactement. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus justement après tout ce qui est arrivé, avec un peu ces blocages au FAQ, ce genre de choses. J'avais développé une petite extension justement pour éviter différents blocages sur des DA, pour ce genre de choses. Mais c'est une fois plus, c'est une solution court-termiste, c'est juste le début. Et je pense qu'on va lancer de plus en plus de choses en local. Je sais que des personnalités comme Marzeller, par exemple, en parlaient énormément, notamment pour AAV, ce genre de choses. Je pense que c'est la bonne direction. Et je pense qu'on devrait donner plus d'énergie là-dessus, quitte à avoir une sorte de manifesto qu'on respecterait entre nous pour commencer à concevoir en fait des apps et des front-ends en fait qui puissent en fait être lancés localement et qui respectent le plus possible la privacy. Pour moi, c'est hyper important. C'est un fer de lance. En tout cas, c'est un sujet dans lequel je veux absolument plonger dans les prochains mois, prochaines années, et au moins contribuer là-dessus. De toute façon, je partage complètement ton point, parce que la résistance à l'oppression sans privacy, on vient sonner à ta porte. Hein. Je te le dis tout de suite, un petit peu. Bien sûr. Si t'es face up, on va venir te voir. C'est un pilier sur lequel il faut absolument que la communauté travaille. Et ça passe par les développeurs, ça passe par les ingénieurs, ça passe par les créateurs de produits. Ils doivent construire leurs produits avec privacy. Et privacy, en fait, c'est hyper important. Il faut la transparence là-dessus. Alors là, on atteint vraiment la fin du timing. Il y a quelques questions peut-être dans le chat qu'on peut traiter rapidement. Alors, c'était quoi que j'ai vu? J'ai vu il y avait un hack auquel que je ne connaissais pas. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que vous pensez du hack de Kingpin sur un hardware wallet? Est-ce que vous faites de la R&D pour éviter le hardware hacking? Bon, ça, on a quand même traité en première partie, hein, donc ça, c'est le donjon. Oui. Alors, le hack en question, moi, je sais pas s'il y a un commentaire sur ce hack en question, si ça vous évoque. En tout cas, ça me dit rien du tout. Donc, il faudrait voir sur quel produit c'était, d'où ça vient, à quoi on fait référence exactement. Donc, avec un lien, je veux bien regarder, mais là, comme ça, juste avec un handle, j'ai plus de mal. Ouais. En tout cas, pour répondre à la seconde question, est-ce que vous faites de la R&D pour éviter les hardware hacking? Ça, c'est toute la première partie du live. Il y a une recherche de développement monumental. Voilà, ouais. Là, on a une équipe qui est là-dessus. On a une équipe qui est là-dessus en permanence, donc ouais. Yes. Alors, que pensez-vous de l'obligation d'agrément de PSAN? Donc ça, c'est les nouvelles horreurs réglementaires qui sortent. Est-ce que la réglementation, vous la sentez bien là? On va attendre de voir ce qui se passe. On va attendre de voir ce qui se passe avec la navette déjà, et puis après on pourra en discuter. Déjà, n'étant pas juriste, déjà je suis pas un fan de discuter de la réglementation, et alors de la réglementation qui est pas encore passée, là c'est encore pire, quoi, parce que on peut dire beaucoup de choses, mais au final, bon, ça on verra déjà si ça résiste à la navette. À ma connaissance, il y avait un avis défavorable du gouvernement. Bon, on va continuer de croiser les doigts. Alors attends, donc là il y a une question de ma chaîne. J'aimerais connaître l'avis de Nicolas et de John sur la déclaration d'hier de CZ. D'après CZ, 99 des personnes qui détiennent des cryptos sont capables de les sécuriser. Oui.
Alors apparemment, il s'est défendu en disant que on avait modifié ses propos et qu'il fallait regarder la main une deuxième fois. Il s'est défendu comme ça sur Twitter il y a quelques heures. Bon, c'est pas 99, c'est 90. Allez. Là, je dirais que là-dessus, bon, déjà, évidemment, enfin, je veux dire, nous, on vend des hardware wallets, lui, il vend un exchange. Bon, voilà, je comprends qu'on ait déjà des positions qui soient pas forcément marketingement alignées de manière marketing. Je pense qu'après, c'est aussi un risque en moins, de toute façon, pour un exchange d'avoir des gens qui font de la self-custody, parce qu'au final, ça leur enlève quand même un gros poids aussi à eux. Donc, c'est plutôt positif. Après, sur ce qu'il dit, je dis qu'il faut quand même, penser à faire attention, quoi. C'est sûr que même quand on fait de la self-custody, quand on a un hardware wallet, il faut pas faire de bêtises, il faut bien avoir conscience des risques. Et Nature Keys, Nature Coin, c'est vrai, mais il faut pas, ça veut pas dire qu'on peut tout ignorer, je dirais, et qu'aujourd'hui, si on porte son ledger autour du cou comme un talisman et qu'on n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences, c'est pas pour ça qu'on est protégé, quoi. Donc l'éducation est super importante. Je veux dire, comprendre ce qu'on fait, c'est toujours super important. Et évidemment, c'est toujours plus simple. Comme je disais avant, c'est toujours plus simple de se laisser tenter par les sirènes de la centralisation. Voilà. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Au moins, quand on perd son argent avec un ledger, on peut être à peu près convaincu que c'est de sa faute. Bon, je sais pas si ça. Moi, je suis très attaché à perdre mon argent moi-même. Moi, je suis très attaché à perdre mon argent moi-même. J'y prends plus de satisfaction que quand c'est par le biais d'un tiers. Donc au moins, ça permet d'avoir son esprit en paix avec ce problème. Mais moi, tu sais, j'ai une punchline pour ça. Il y a aucune loi ne remplacera le bon sens. C'est-à-dire que déjà, la première des règles, c'est. On est d'accord. Voilà, c'est soi-même. Une plus grande liberté suppose une plus grande responsabilité, donc on peut pas tout avoir. Toujours. On peut pas. Voilà. Ouais. Il y a une question. Donc, j'ai une question bête. Quand on crée un compte sur une nouvelle blockchain sur Ledger, ça crée un nouveau wallet. Il y a donc plusieurs paires clés privées, clés publiques. Donc ça, je pense que c'est de la dérivation, de la génération de seed Exactement. Et les passes de dérivation. C'est du wallet dit HD, donc pas en référence aux télévisions, mais pour hierarchical déterministique, donc un wallet déterministe. Donc la seed est générée au hasard et à partir de cette seed sont dérivées tout un tas de clés. Voilà. Exactement. Et donc je suppose que vous prenez des chemins différents en fonction des blockchains. C'est ça. Et tout ça, c'est standardisé, en fait. Alors, c'est standardisé sur des dérivés. Initialement, c'était décrit par un standard qui s'appelait BIP44. Après, je dirais, il y a nos camarades de Trésor qui ont créé un autre set de standards qui s'appelle SLIP44. Alors, bon, c'est moins drôle parce qu'ils sont tchèques, mais bon, voilà, puis après, ça a évolué, je pense, autour d'autres standards équivalents. Enfin, sur Cosmos, sur Ethereum, on a eu un peu la même chose, mais c'est toujours la même logique, quoi. Alors là, il y a des questions plus directes. Quelle garantie a-t-on que Ledger n'utilise pas nos données pour les revendre à des fins statistiques? Comment commander on peut la poser différemment. Comment commander un Ledger de la façon la plus anonyme et possible? Aujourd'hui, tu peux aujourd'hui acheter des hardware wallets en magasin. Il me semble que c'est Boulanger. C'est ça. Sur Boulanger, au printemps Home, par exemple, je pense. Alors oui, pourquoi pas, hein, je veux dire, à partir du moment où tu suis bien, ce qui est bien, c'est que la seed, elle est déjà créée, voilà. La seed, à partir du moment où tu suis bien les instructions du Ledger Live quand tu le set up, pour moi ça pose pas de problème. Mais il faut bien suivre les instructions du Ledger Live quand tu le set up. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, normalement tu peux le reset, donc tu es censé pouvoir acheter en seconde main un Ledger sans que ce soit moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, en tout cas. Il faut juste savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que si tu achètes en seconde main, que la seed, elle est écrite sur un bout de papier et qu'avec, on t'a donné une clé USB en te disant, voilà, c'est Ledger Live là-dessus. Là, forcément, c'est plus compliqué. Mais bon, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pour moi, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, si tu utilises la seed qu'on te donne, le Ledger est accessoire. Hein. Il n'est pas... Aussi. Il n'est pas nécessaire. Hein. Non. Alors, il y a des questions de multiseed sur Ledger. Est-ce que c'est au programme? Est-ce que multisig, je suppose, ou multiseed, il est marqué. Ouais, multiseed, non, aujourd'hui. Enfin, on peut toujours se créer une deuxième seed en mettant un 24. Enfin, c'est pas une deuxième seed du coup, mais on peut créer une seed différente en utilisant un 25e mot. Enfin, ça c'est le classique mot de passe supporté par BIP39. Mais aujourd'hui, on prévoit pas de pouvoir mettre plusieurs seeds dans le device. Ça serait pas impossible, hein, mais ça ferait juste une UX un peu bizarre à mon sens.
Ouais. Mais après, moi, je me souviens qu'il y avait de sécurité où tu pouvais faire des chemins de dérivation euh, maison et de sorte à ce que on voit Ah pas oui, bien sûr. forcément s'afficher les coins. Donc, en fait, en jouant sur la dérivation, peut-être que... Ah, ça, on peut toujours, mais après, bon, voilà, après, ça reste une utilisation super manuelle et super spécifique du produit, quoi. Si Ledger fait faillite, tout roule? Tout roule. Pas pour nous, mais pour les utilisateurs, oui. C'est l'inverse de la TX. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est le pouvoir de la self-custody. De toute façon, c'est des standards. Ça reprend ce que tu dis, c'est que Ledger utilise des standards. Donc alors là-dessus, je vais juste mettre un micro bémol en disant que sur certaines chaînes, il faut faire attention parce que les standards peuvent avoir plusieurs interprétations. Par exemple, sur Ethereum, je sais qu'on peut avoir plusieurs interprétations de BIP, de BIP 44, et donc il y a des chemins de dérivation qui sont différents. Ça, on s'en rend compte quand on utilise MyEtherWallet, par exemple, où on voit qu'on a plusieurs chemins possibles. Donc, mais ça, c'est juste, je dirais, il faut juste taper sur le bon chemin. Il peut y avoir des trucs un petit peu plus délicats, mais il me semble que ça concerne quasi uniquement Cardano, qui eux ont eu des algos de dérivation différents en fonction du temps. Et donc du coup, il y a certains wallets qui vont implémenter une dérivation de clé qui va pas être la même en fait selon le wallet. Donc là, c'est un petit peu plus bizarre, mais bon, mis à part ces cas qui sont quand même super particuliers, on arrive toujours à s'en sortir. Voilà, allez, on fait bon. De toute façon, ça pourrait être infini, hein, donc on va prendre deux dernières questions. Parce que, il y en a, et c'est moi qui fais ça au hasard. Est-ce que vous avez travaillé pour la BCE? Elle est rigolote. Donc, est-ce que vous, avec qui êtes instituts, parce que là, on a discuté, c'est plutôt retail, mais je suppose que vous avez quand même des clients instits. Ouais, tout à fait. On a des clients, on a une BU, enfin on a une business unit qui est sur les services entreprises et donc qui va traiter des clients institutionnels. Pour l'instant, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que les banques centrales ont des cryptos sécurisés avec Ledger? Ça me plairait, ça. J'espère. Je l'aurais. Voilà. J'espère. Ok. Quel concurrent vous conseillez? Ça, c'est toujours une douceur. Et quel concurrent on conseille? Aujourd'hui, alors là, aujourd'hui, c'est super compliqué en fait, comme de répondre à cette question, parce que je réfléchis à ceux qui me viennent. Non, mais je réfléchis à ceux qui me viennent en tête et à ceux que je vois comment péter. Je dirais à la limite. À la limite, quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre à construire quelque chose soi-même, il peut essayer de se construire son propre hardware wallet. Enfin, je sais qu'il y a des tentatives notamment qui sont faites avec des projets comme SeedSigner ou n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire, quitte à apprendre à construire quelque chose et puis à pouvoir l'améliorer, autant essayer en profiter, je dirais, pour apprendre des trucs et puis le construire à la main. Parce qu'en plus, ça permet déjà d'enlever pas mal de problèmes qui sont liés au fait d'acheter un produit. En fait, c'est vrai que quand on achète un produit, ça rajoute encore plus de risques par rapport à le faire soi-même. Enfin, surtout quand le produit utilise des éléments qui sont pas des cartes à puce. Donc, j'ai envie de dire, plutôt que d'acheter un trésor, par exemple, fabriquez-le vous-même, c'est plus intéressant. Ok, bon, ça c'est ton conseil. Très beau message. Voilà, et les frais de swap, c'est la dernière question. Comment sont définis les frais de swap sur l'application? Visiblement, ils sont élevés selon nos auditeurs. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que c'est possible qu'il y ait des frais qui soient un petit peu, plus hauts que si on utilise la plateforme en direct. Après, on a aussi une intégration qui est en général plus simple pour tous les swaps. On va avoir notamment une intégration qui va permettre de vérifier directement sur le hardware wallet que le swap se passe correctement, qu'on envoie la bonne adresse, etc. Donc, bon, je dirais que c'est une petite taxe supplémentaire sur la paix de l'esprit que ça apporte. Après, effectivement, à chacun, je dirais, de voir si c'est nécessaire ou pas. De toute façon, le pouvoir de Ledger, c'est vraiment d'avoir un device qui est utilisable avec tout type de service, quoi. On cherche pas à verrouiller les utilisateurs. Enfin, là-dessus, la vision qu'on a depuis le départ, c'est vraiment de dire tout est ouvert. Donc, de toute façon, le device peut être utilisé avec vraiment n'importe quoi, que ce soit la ligne de commande ou un wallet tiers. Je veux dire, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Donc, à chacun de faire ses choix. Complètement. Et surtout, on veut pas bloquer l'utilisateur dans un chemin précis. On va recommander un chemin, évidemment, mais on veut pas bloquer l'utilisateur dans ce chemin.
Mais messieurs, moi j'ai hâte d'aller minter mon NFT et je crois que vous enchaînez sur une conférence, enfin sur un meet-up peut-être Startnet à Paris, exactement. C'est ça. Yes. Ouais. On enchaîne sur un meet-up Startnet. Je sais qu'il y a une concurrence avec un autre meet-up ce soir d'ailleurs, mais bon, malheureusement les deux étant le même soir, on va choisir le meet-up Startnet. L'autre était intéressant aussi. Je vous remercie encore. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le site. Merci. Merci, c'était très Merci à vous. En tout cas, c'était vraiment cool.